Je m'appelle Denis Lefrançois, je demeure à Lange-Gardien. Je fais de la sculpture depuis la retraite, c'est-à-dire 2005. Je m'intéresse surtout aux canards et différentes sortes d'oiseaux. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. De foin et ces oiseaux qui passent et sans cesse repassent au-dessus des rochers sans jamais. Quand on regarde vos œuvres actuelles, c'est vraiment le souci du détail, le souci du réalisme. Oui. Donc, pour mieux situer ce que vous faites, c'est de la sculpture, principalement. Oui, principalement, Vous avez oui. pratiqué d'autres choses, on va aussi en parler. C'est de la sculpture qui est centrée sur la représentation d'oiseaux à échelle réelle. je À pense. l'échelle réelle, ce qu'on Échelle appelle réelle. hyper-réaliste. Là. Hyper réaliste. Oui. Il y a souvent un problème que des fois j'ai une tendance à être trop réaliste, que ça ajoute les heures, fait que ça devient plus difficile des fois de mettre un prix. Ouais. Mais je suis pas capable de m'en sortir. Il faut que ça soit à la quasi-perfection. C'est ce qui. C'est ce qui caractérise. Là. Vous n'avez pas touché immédiatement ou uniquement à la sculpture au niveau artistique. Vous avez pratiqué aussi, j'ai pu voir, vous avez touché à la céramique, La céramique, Le le cuivre. cuivre poussé, le cuivre. la chasse, les chiens de chasse. Ben, ça, c'est autre chose. Ça, je Ça, voudrais c'est ça. qu'on en parle aussi. Là. Oui. Peut-être en parler tout de suite d'ailleurs. Parce que, puisque vous vous intéressez aux oiseaux, c'est parce que pendant longtemps, avant même votre retraite, vous êtes intéressé au domaine de la chasse. J'ai toujours été chasseur, là, oui. Oui. Chasseur de petits gibiers, essentiellement. Oui, essentiellement, en particulier la bécasse et gélinotte, là. J'ai chassé aussi le canard. Mais aujourd'hui, je serais moins à l'aise de chasser le canard, là. Je le respecte un peu plus, oui. En vieillissant, là. Il y a plus de respect un peu, là. Finissez par vous attacher Oui, c'est ça. aux oiseaux Oui. que vous représentez. Je pense aussi, chasseur, je pense des fois, on devient chasseur par l'exemple, mais moi, c'était réellement inné en moi, là, le goût de la chasse, là. Vous la pratiquez, C'était des jeune? défis. Quand vous étiez très jeune, est-ce que vous avez pratiqué un peu la chasse? Oui. Oui, depuis, à partir de une quinzaine d'années, là, j'ai toujours fait un peu de chasse, là, Avec des graduellement. amis ou des parents? Oui, des amis. Des Oui. amis. Oui. Et vous m'avez dit aussi que vous considérez que vous appartenez à la... J'ai employé le mot de confrérie, là. C'est vraiment Oui. la chasse à la bécasse, là. C'est Oui. vraiment une... C'était réellement le centre, là, oui. Le point d'intérêt central, la chasse à la bécasse, combiné avec le sport des chiens de chasse, l'entraînement des chiens de chasse, qui est connexe à la bécasse, là. Fait que tout ça qui forme un tout. Probablement parce que c'est assez difficile d'avoir un taux de réussite là-dedans. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de faire une limite à la bécasse que de tuer un orignal, là. C'est pas la même quantité de viande dans l'assiette, Ah, oui. mais le défi, je crois qu'il est plus grand. Donc, ça veut dire que vous avez eu à développer une adresse pour dresser les chiens. Oui, dresser des chiens, on peut dire aussi trouver des terrains susceptibles d'avoir de la bécasse, le contrôle du tir au fusil, Contrôle du tir. tout ça, oui. Je revenais de chez toi par les quais, le cœur gai. On mettait un corolaire au premier étage, puis après ça, on mettait du mil ici en épi. C'est ça, c'est de là dont vient le nom, ce que j'ai compris. Ah, ouais. OK. Ça trébuche, Ah, peut-être. c'est ce mécanisme-là qui fait que Ouais. ça donne le nom de trébuchet. Fait que là, C'est le l'oiseau poids, arrive. l'oiseau dépose, donc C'est ça, quand il ça se dépose rabat. là-dessus. C'est ça. Vous aviez comme accumulé avec le temps une documentation assez importante sur les endroits susceptibles à travers tout le Québec. Oui, surtout. D'offrir des conditions, On là. couvrait beaucoup de terrain. Là. J'avais des cartes forestières à partir de Charlevoix, aller jusqu'à Batiscan, puis la même chose sur la rive sud, avec des cartes qui nous donnaient les variétés d'essences de bois. Fait que l'hiver, ça nous permettait d'étudier les coins susceptibles qu'on appelle un couvert à bécasse.
OK. Fait que quand je trouvais des coins intéressants, ben durant les vacances d'été, ben je partais avec ma conjointe, puis on allait voir si ça correspondait à ce que je voulais. Fait que ça me permettait à l'automne de me rendre à telle place, de moins de passer de temps dans la recherche, d'être un peu plus efficace. Mais Et ça recherche quoi, des bécasses en général, comme conditions de terrain? ben, c'est des terres en friche depuis une vingtaine d'années, qui ont déjà eu de l'agriculture en général dessus, parce qu'il faut qu'il y ait des petits insectes, des petits vers vermillons. Ah oui. Puis je pense que pour avoir ce genre de nourriture-là, il faut qu'il y ait eu de l'agriculture au préalable. Ça fait que c'est pour ça que les terres abandonnées sont susceptibles d'avoir de la bécasse là-dedans. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est de plus en plus difficile parce que bien souvent les propriétaires sont payés pour couper les aunais, les friches pour avoir de l'épinette. Puis il y a le fameux chasseur de chevreuil qui a pris beaucoup d'ampleur, Ah ouais. qui devient plus difficile de trouver notre place au soleil, là. La bécasse, c'est un oiseau qui demeure à l'année longue au Québec? Non, non, c'est migrateur. Migrateur. Ouais, ça arrive en même temps que les merles, là, le printemps. Puis, dépendant des régions, fin octobre, début novembre, là, elle part en migration. Ça fait que ça nous permet d'avoir, comme un peu comme le canard, d'avoir la bécasse locale, puis la bécasse de migration. C'est deux oiseaux différents? C'est le même oiseau. C'est le même C'est oiseau. le même oiseau qui part du nord puis qui s'en va vers le sud en migration, qui fait des arrêts. Fait qu'on peut arriver dans une journée dans un coin qui n'a pas de bécasse, puis 2 jours après, il peut y en avoir une vingtaine. Ah ouais. Ils sont arrêtés là durant la nuit. Fait que ça nous permet de vérifier puis d'en trouver. Il y a une sorte de bécasse, surtout au Oui. Québec? Bien, nous, la bécasse européenne est différente un peu, mais elle a les mêmes habitudes, elle a le même comportement, mais elle est plus grosse. OK. Il y a d'autres bécasses aussi qui sont différentes, là. Si on va soit en Russie ou dans d'autres régions, là, elle va être différente un peu, mais elle a toujours les mêmes habitudes. Ouais. C'est un oiseau qui est, si on oublie l'homme, là, comme chasseur, c'est un oiseau qui est menacé par d'autres espèces animales ou qui Pas vraiment. se débrouille assez bien? Pas vraiment, qui se débrouille assez bien. Je pense que comme beaucoup d'oiseaux, c'est la destruction de l'habitat qui va interférer beaucoup avec C'est notre comportement comme Ouais, humain c'est ça, là. qui est plus une menace pour eux Comme autres, dans hein. beaucoup de choses. Comme dans là. beaucoup Ouais. d'autres domaines de la nature, quoi. Ouais. Je vous pose beaucoup de questions parce que j'ai pu me rendre compte que vous étiez très documenté. Vous l'êtes parce sais que vous pas, avez vécu l'expérience de la chasse, puis oui. pour les besoins de votre travail artistique au niveau des oiseaux, vous C'est sûr documentez qu'il faut être beaucoup aussi. documenté, puis étant donné que la passion a beaucoup d'importance, là, que ça nous oblige à se documenter puis à approfondir. Ah, Monsieur Lefrançois, c'est presque votre musée, ça. Il y a un peu de vos principales pièces des dernières années, là, au niveau de vos oiseaux. Là. Oui. Par année, puis après ça, comme on disait, ben après ça, on peut, dans les livres, ben étant donné que mon américain n'est pas fort, qu'on s'est orienté vers l'Europe, vers les Français, puis comme dans beaucoup de domaines, les chasseurs de bécasses en Europe. Il y en a beaucoup. Oui, puis ça a ils ont beaucoup d'années d'expérience comparé aux Québécois. On avait tendance à avoir des livres, puis des auteurs qu'on connus, puis moi, ça m'a aidé beaucoup parce que, par leur vécu, fait que c'est tous des livres, la plupart de beaucoup sur la chasse à la bécasse, puis l'entraînement des chiens. Puis il y a un livre en particulier auquel vous avez collaboré, là, qui Oui, est juste au ça, centre, celui-là, sur oui. Ça, c'est un ouvrage québécois, ça. Ça, c'est Gabriel Bédard, un bécassier. Ici, on retrouve là, mon chapitre sur l'entraînement des chiens. OK. Puis un autre, comme je vous disais tout à l'heure, c'est sur le tir au fusil. Les différentes races de chiens, les qualités et les défauts des chiens. Si on a le toujours braque en lien avec la pratique de cette chasse-là au Québec. de cette chasse-là au Québec, en effet. J'aime beaucoup me concentrer et aller au fond des choses aussi. J'aime pas être superficiel. Fait que quand je touche à quelque chose, normalement, je vais pas mal loin. Fait que ça aide un peu. Et comme dresseur de chiens, pour les fins de la chasse, bien, vous avez observé autant le comportement des chiens qui vous accompagnaient Ça, que des oiseaux qui étaient oui, vos cibles. ça, le comportement des chiens, c'est très intéressant. Puis
Puis comme on disait tout à l'heure, on dirait qu'on n'a pas tous les mêmes affinités ou les mêmes facilités. Je vais parler d'un dialogue avec le chien, de comprendre, de l'interpréter. Ouais. Le monde, bien souvent, on va oublier que le chien, il faut qu'il soit dominé, comme le loup ou le coyote. Avec ses congénères, il y a un combat qui se fait, puis il y a un dominant, puis il y a un dominé. Puis les bébés apprennent à être dominés. Donc, dans l'éducation du chien, il faut comprendre ça aussi. Il faut le dominer. S'il est très dominant, il faut être plus fort que lui. Si c'est un tempérament doux, on va baisser, puis on va juste le dominer, mais en faisant attention, il va être sensible. Fait que je pense qu'un bon dresseur de chien, c'est d'évaluer jusqu'où il peut aller avec son chien. C'est dans ça dans quoi on dépose? Le gibier, oui. Il y a sa période de refroidissement, mais les bécasses, je peux en mettre 3-4 là pour qu'ils refroidissent. Puis après ça, ils s'en échangent de compartiment. Puis ben, ça, c'est... Maintenant, c'est sophistiqué. On chasse beaucoup avec... On appelle ça un beeper. Ça fait un son à toutes les 9 secondes. Fait que moi, je sais... C'est électronique, ça? Oui. Je sais à toutes les 9 secondes où est mon chien. Avec le temps, vous êtes devenu plus un contemplatif? Oui, un peu plus. Là, j'aurais un peu plus de misère. Vous chassez moins maintenant? Je cherche un peu moins parce que j'ai des problèmes de physique, un peu des problèmes de genoux aussi qui me ralentissent. Puis comme on disait aussi, l'après-chasse puis l'heure du midi aussi ont pris un peu plus d'importance qu'auparavant. Avant, on se dépêchait de manger pour continuer. Maintenant, on prend notre temps pour manger puis on profite du bon moment. C'est ça. Donc, votre rythme de vie s'est aussi adapté avec le temps. Là. Ouais. Si on explore un peu le côté, je dirais, vous n'avez pas de formation comme telle au niveau des arts. Non. Mais vous avez J'aurais aimé ça, par exemple. Vous avez touché, par contre, à différentes autres disciplines. J'aimerais aimé ça, comme des outils aussi pour travailler le bois. Ça m'a toujours manqué. On a appris de nos erreurs. Mais ça m'a manqué, puis ça me manque encore. J'aurais aimé ça, avoir cette opportunité-là. Mais les dernières années, vous avez quand même pris des formations plus spécifiques là, pour certaines étapes de votre travail, en particulier pour sculpter les oiseaux. Pour la sculpture, oui, effectivement. À ma retraite, j'ai pris un bon cours de sculpture du maître à Québec, là, M. Fernand Gosselin. M. Gosselin, qu'on a déjà interviewé réaliste, je pense que c'est un des durs à battre. Là. Ouais. Fait que ça m'a orienté. Puis encore là, on se voisine aussi. Puis quand je fais un oiseau, bien souvent, je vais le voir pour avoir la critique. Là. Des fois, il y a beaucoup de misère à avoir la critique, mais en forçant, j'ai réussi parce qu'il y a beaucoup d'expérience. Hein. Ça fait une trentaine d'années, 35 ans, je pense, qu'il fait de ça. À l'année, lui. Ouais. Moi, j'en fais une par année. Fait que c'est plus difficile un peu, puis c'est plus long. Mais comme lui, parce que, comme je le disais, on l'a déjà interviewé, on a exploré un petit peu toute sa production. Effectivement, lui en fait sur une base peut-être plus permanente, mais en termes de maîtrise, là, de niveau de qualité, là, puis je ne veux pas porter de jugement de valeur, mais je pense que vous êtes quand même dans les mêmes eaux. Là. On peut dire que c'est vraiment du travail de niveau professionnel. Puis ce qui me fait rire un peu, c'est qu'aussi, avant d'accepter de donner des cours, il faut faire nos preuves. Il faut arriver avec des pièces, il faut arriver avec certains travaux. Qui montre qu'on a certaines aptitudes. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Là, t'sais. Parce que le travail qu'un pédagogue comme M. Gosselin va investir auprès de quelques disciples, disons comme ça, là, ben c'est ça, ça mérite que ce temps-là soit rentable. Donc, ça prend des gens qui ont déjà, c'est comme vous dites, là, qui ont fait déjà un peu fait leur preuve. Mais lui, comme vous, puis j'imagine d'autres sculpteurs à travers le monde qui s'intéressent à ce genre de sujet-là, vous pouvez vous appuyer aussi sur de la documentation. Vous m'avez montré des pièces, oui, des il existe maintenant beaucoup de catalogues de plantes, d'oiseaux, puis de documentation sur la peinture. Aujourd'hui, même, on n'a pas besoin de le dire, il y a des vidéos aussi. Moi, je n'ai pas opté pour ça, mais il existe aussi des vidéos. Mais moi, j'ai seulement les plans, là, en fait. Là. Ouais. C'est quoi les grandes étapes, si on avait à définir le processus là, pour en arriver à représenter, prenons le cas d'une bécasse? Là? Bien, c'est sûr d'avoir un bon modèle, un bon patron, ou avoir un spécimen naturalisé. Pour prendre les dimensions. Donc, surtout quand on tombe. Un oiseau empaillé. C'est ça. Puis surtout quand on tombe dans les couleurs.
Fait que ça aide beaucoup. Et vous travaillez à l'échelle. Oui. Donc, prenez toutes les mesures. Là. Tout est mesuré, oui. Tout, c'est un outil très utile, là. Le vernis, la distance entre les yeux, la largeur du nez, l'emplacement des narines, tout est ce qu'on appelle hyper-réaliste, en fait. Hein. On a des oiseaux naturalisés de part et d'autre. On a les ailes d'un autre oiseau qui sont étalées. On a des plumes aussi, là, pour des détails particuliers. Là. Vous disiez les brisures de plumes là, qui sont très belles, là, qui viennent donner de l'expression un peu. Parce que des fois, c'est sûr qu'en prenant une plume et en voyant les hachures, les brisures, bien, ça nous permet d'avoir plus de facilité à les reproduire. Hein. Donc, vous avez toutes ces références-là au départ, et là, vous faites une première ébauche? Oui. Première ébauche, c'est sûr que c'est notre pièce de bois qui va être souvent ce qu'on appelle laminée, collée, pour avoir des dimensions. Puis après ça, on marque nos profils, nos mesures dessus, puis on le découpe à la scie à ruban. C'est ruban. C'est quoi votre bois de prédilection? Moi, c'est le tilleul. Ouais. C'est le tilleul à 99 %, c'est du tilleul. Des fois, comme on a vu sur le cacaoui, l'RLD, qui avait la queue en freine, là, mais c'est assez rare. Là. Les parties très fragiles, vous pouvez faire... Oui, c'est un bois qui absorbe... un emprunt, le bois. Oui. Mais en général, donc, c'est le tilleul. C'est un bois qui est assez tendre. Oui, puis il n'y a pas d'un gros grain, fait que c'est un bois là, plus facile que le pin, il est moins cassant que le pin. Le pin, des fois, il va avoir des brisures dedans avec la goue. Avec le couteau à sculpter, il va avoir des brisures qui vont se faire, tandis que le tilleul, il s'en fait moins. Puis pour le type d'exécution que vous faites, vous avez un niveau de précision très, très grand. C'est important d'avoir cette assurance-là, d'avoir une masse de bois qui est homogène, qui est dense, qui va bien répondre jusqu'à la fin du processus. Donc, dégrossissage... dégrossissage à la scie à ruban. Oui, puis après ça... c'est ça. On a un étau ici là, qu'on peut mettre notre oiseau là, puis commencer à le dégrossir au ciseau sculpté. Ciseaux, les gouttes. Puis après ça, moi, assez rapidement, je vais tomber dans les outils rotatifs parce que je disais tantôt, je suis plus à l'aise avec les outils rotatifs. Puis si je fais trop de poussière, bien, j'ai un ramasse-poussière ici avec un filtre à l'intérieur. Ça me permet d'absorber la poussière. Et vous travaillez beaucoup avec des loupes, hein, vous avez dit aussi? Avec des loupes? Des loupes. Oui, j'ai cette loupe-là ici, là, qu'on peut se permettre de garder nos verres avec ça. Moi, j'ai pris cette habitude-là, je me sens à l'aise avec ça, là. Ça va bien. Donc là, on arrive déjà, parce qu'on en a un actuellement sur lequel vous travaillez, là. C'est un duc, Petit duc maculé. Petit duc maculé. Oui. Ça, c'est la femelle, elle est un peu plus grosse que le mâle. Oui. Là, cet oiseau-là, il est rendu à quelle étape, on pourrait dire? Là? On est beaucoup plus loin que le dégrossissage. Il est terminé. Là, va me rester les pattes à raffiner. Là. Puis après ça, on va tomber dans la peinture. Donc, tout ce qui devait être sculpté comme tel, là, il était jusqu'à maintenant? C'est fait, oui. Tout est fait, oui. Donc, la finition des plumes, vous êtes servi de vos outils rotatifs? Les outils rotatifs, puis après ça, ça va être le pyrograveur pour faire les poils. Qui donne plus de texture, détail des... Oui, qui fait le poil. Qui fait le poil, Et là, vous avez dit les pattes, on voit les yeux aussi. En fait, outre le bois, là, qui est vraiment le matériau principal, il y a les pattes que vous faites avec du fil de cuivre. Les pattes sont en fil de cuivre, oui, puis ils vont être recouverts d'époxy. Puis ici, je me suis procuré des pattes là, sur le commerce. Ça me permet d'avoir les dimensions. Ah, d'accord. Puis d'avoir des coussinets où ils sont placés. Oui. Quand on parle d'hyper-réaliste, on s'en sort pas, là. Oui. Hein? Toutes les coussinets vont être faits. Puis ça, ces enflures-là, si je peux dire, c'est l'époxy qui va permettre d'ajouter de la substance là, à votre fil de fer. Donner du volume. Puis il y a des époxys qui sont plus facilement sculptables, là, qui vont être à travailler avec certaines pièces comme ça. Là, on va être capable de le travailler sans encrasser le fer. En fait. Oui. On a inséré l'œil, puis après ça, j'ai fait la paupière en époxy. Ça, c'est des yeux qui existent déjà pour sur le marché. Sur le marché. Oui. On peut avoir la variété d'œil qu'on a, n'importe quoi. Là. La pose comme telle, qu'est-ce qui vous fait faire le choix d'une pose particulière? Là, vous avez installé votre oiseau sur
Une roue imaginaire, disons? Oui, une roue endommagée. C'est le feeling. C'est le feeling que c'est la pose que moi je le trouvais beau. Et ça tient compte, j'imagine, aussi un peu du genre de contexte où vous pourriez observer l'oiseau. Oui, c'est ça. Ça se marie avec ça. De l'enfance, des traces de la France, dans la ligne d'un toit, dans les mots d'un puis le patois. glu. C'est des oiseaux chanteurs. Oui, ils gardent ça. Vous poussez le détail aussi, même sur ce qu'on pourrait considérer comme accessoire, vous poussez assez loin le détail. Vous m'avez montré tantôt des oiseaux où vous avez pris la peine de refaire en bois puis dans d'autres matériaux, même les quenouilles. Puis le... Oui. Dans ce cas-ci, il y a la... Ah, ça, c'est tout... J'ai pas peut-être le bon terme, là, mais la pièce de métal qui vient, le cercle de métal qui vient... Elle n'est pas en métal, elle est en bois. Là. Mais c'est une pièce différente, c'est un bois différent. Oui, c'est justement le frein, là. Le frein, dans ce cas-ci. Fait qu'il nous a permis de le laisser tremper dans l'eau puis de donner la forme arrondie. La courbure. Pour imiter une lame de fer, d'acier. Donc, vous êtes rendu à la couleur pour cet oiseau-là? On va être rendu à la couleur, il va me rester des pattes, là, puis après ça, la couleur. Fait que c'est ça. Et là, c'est toujours la même chose. Vos photos, beaucoup les photos, j'imagine? Beaucoup les photos, oui, c'est ça. Qui vont vous permettre de... C'est ça, on peut avoir des photos de gros plans du bec, puis tout est disponible, là, les pattes, là, tout est là. Hein. Là, vous y allez à ce moment-là un peu par zone, par masse? Il y a des... Par masse. Par masse? Oui. Où il va y avoir une couleur de base là, qui va... On voit ici les couleurs, là. Uh-huh. C'est ça. Là, vous partez d'une première couche de base, j'imagine, uniforme? Oui, c'est ça. Il y a une couche de base là, qui va être un gris pâle, là, qui va faire la couche de base, la couche de fond. Puis après ça, on va intégrer la couleur. Parce que cette couche de fond-là, elle est moins transparente. Ça fait qu'elle va cacher un peu des nuances. Nuances du bois comme tel. Oui, c'est ça. Mais en même temps, cette couleur-là de base, vous allez aller la rechercher ensuite? Oui. Elle va nous servir aussi, surtout quand on fait du blanc, là, ce qu'on appelle blanc sur blanc. OK. Fait qu'on va se servir de gris-là pour faire le point d'ombrage, si on veut. Hein? J'expliquais tantôt qu'on peut faire la bordure de la plume. Supposons que si c'est du blanc, le fond est gris, on va faire la bordure de la plume 3 ou 4 couches de blanc, seulement la bordure. Pour ne pas laisser ressortir les gris. Puis après ça, on va faire le blanc de la plume au complet. OK. Mais là, le blanc de la plume au complet va avoir moins de couches que la bordure. Donc, on va avoir des nuances d'ombrage. C'est le gris de base qui va sortir, qui va faire nos points d'ombrage. C'est la même chose dans beaucoup de couleurs, que ce soit du brun, peu importe la couleur. Là. Et quand vous avez atteint le niveau attendu, là, le niveau espéré de couleur, là, ensuite, vous ajoutez une laque, j'imagine? Oui, à la fin, oui. Un petit vernis mat. Oui, pour protéger de la poussière un peu. Mais bien souvent, je les garde dans des endroits assez relativement fermés, pour pas avoir à passer un linge humide trop souvent dessus. Là. Donc, c'est un travail de longue haleine? Oui. Pas avant tout pour le résultat de la vente comme tel. Vous ne recherchez pas avant tout. Non, j'ai de la misère. Quelqu'un qui m'offrirait de m'acheter une pièce... Je serais mal à l'aise. Vous auriez de la misère à vous en séparer. séparer. De la misère à m'en débarrasser. Je mets beaucoup de temps, puis je mets toujours des extras. J'expliquais tout à l'heure que j'ai jamais fini tant que c'est pas fini. Là. Je rajoute des extras, je soulève les plumes. Donc, ça me donne beaucoup d'heures. Quand on vient pour mettre un prix, ça va pas bien. Là, hein. Donc, tant que la pièce est chez vous, à la limite, elle n'est pas vraiment terminée. Vous pourriez, à un moment donné, avoir une idée puis d'une subtilité que vous viendriez y ajouter. Là. Non. Ça, quand c'est terminé, c'est terminé. Là. Faut pas... non, je retouche pas. Là. S'il y a un défaut, je vais le tolérer. Là. Mais on essaie de ne pas en avoir trop. Là. Vos oiseaux, vous les faites surtout dans votre sol l'hiver? Oui, l'hiver. L'été, j'ai un atelier à l'extérieur. Fait que je travaille d'autres choses, des planches
des planches à dépecer, des planches à fromage, des porte-parapluies, porte-journaux, différentes affaires que je travaille dans mon garage extérieur. Des choses plus utilitaires, plus simples, plus épurées. Oui, puis ça vient me chercher. Je suis bien, je trouve ça agréable aussi. Là. Ça, c'est des pièces, j'imagine. Vous pouvez en faire un certain nombre d'exemplaires, puis même en offrir ou en vendre. Je l'en vends à l'occasion. Oui, l'été, il y a du tourisme, il y a des gens ça, la parenté, le tourisme, puis des connaissances, là. Oui. Qu'est-ce qui vous guide dans le choix des pièces que vous faites habituellement? Un petit peu les tendances aussi? C'est le niveau de difficulté, aussi. Souvent. Oui, souvent le niveau de difficulté vient me chercher. Même dans les choses qui ont l'air simples en apparence? Ben, je vais les rendre compliquées. Il faut rajouter des options. Au lieu d'une planche uniforme, homogène, vous allez faire un lamellage particulier. Oui. Si quelqu'un a besoin d'un conseil ou s'il veut être initié, là, non, je serais à l'aise avec ça aussi. Offrir des ateliers, par exemple? Oui. Et jusqu'à maintenant, vos pièces ne sont pas tellement sorties de... Non, c'est ça, là. Non, ils ne sont pas réellement... un Lefrançois, là, c'est pas connu beaucoup, là. C'est un peu le but de notre émission, là. Il y a des gens qui ont plus de notoriété d'établis, puis il y a d'autres gens, des talents comme le vôtre qu'on découvre, puis on veut les faire connaître. Donc, éventuellement, des salons d'artistes en art visuel, par exemple, pourraient être un beau tremplin pour faire connaître les belles créations que vous faites. Bien, Monsieur Lefrançois, c'est un plaisir de vous rencontrer. Oui, moi de même. On va avoir l'occasion d'aller aussi dans votre atelier là, au cours de l'émission, puis de parcourir un peu de vos autres ateliers. J'en ai 3 livres de vin selon la variété de canard, selon l'espèce de canard. Même sur le bec, c'est des couleurs qui fondent une dans l'autre. Il y a des zones. C'est pas moi, j'ai pas beaucoup de talent en peinture, non. Ça, c'était à Rivière-du-Loup, ça, c'était à Montréal. On fait la nuance noire, c'est brûlé au foie de soufre. C'est à Saint-Eux pourri. Au foie de soufre? Oui, foie de soufre. C'est une expression, foie de soufre? Non. C'est existant réellement. J'ai fait une rallonge en bois. Je l'ai moulé. Quand j'ai démoulé, j'avais mon plat. Là, j'ai pris mes bécasses, mes pavreries, je les ai moulés en terre cuite. J'en ai fait un peu quand je te disais. Je les ai intégrés là-dessus. J'ai fait mes têtes à bécasses. Quand mon plat a tout été modifié, je l'ai remoulé. Saison à ta façon, à ta manière. Tu mets de l'orange et du vert là où il n'y avait que du noir, des notes blanches sur des verres qui sommellaient dans un tiroir, et tu recrées des univers pour nous redonner l'espoir.